Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour à tous, bienvenue, bonjour Gilles. Bonjour Christine. Alors vendredi nous serons au salon de l'agriculture évidemment, donc c'est toute cette semaine la plus grande ferme de France avec le défilé des hommes et des femmes politiques qui vont s'enchaîner. On le disait, mais France 2 ce soir propose une soirée exceptionnelle autour de la place des femmes dans le monde de l'agriculture française. Leur histoire, ce qu'elles étaient il y a même pas un siècle, et ce qu'elles sont devenues. C'est une grande soirée suivie d'un débat avec Laurent Bugier. On va recevoir... Julien. Qu'est-ce que j'ai dit? Laurent. Ah non, c'est Julien. Julien, voilà, tout à fait. La troisième fois est la bonne. On va recevoir Frédéric Lantieri. Elle a coécrit un documentaire remarquable avec Édouard Bergeon. Édouard, on lui doit le Au nom de la terre, ce film qui avait beaucoup fait parler sur la condition des agriculteurs, le suicide de son père qui lui avait donné donc l'inspiration pour ce film. Il a fait ce documentaire en hommage à sa mère, maman. Et qui raconte vraiment toute la difficulté et la force qu'ont eu toutes ces femmes durant des années. Parce qu'on a vu lors de cette crise agricole et on va dire cette colère agricole de ces dernières semaines et de ces derniers jours, on a vu beaucoup de femmes en tête des revendications. Il y a des femmes qui sont présidentes de syndicats agricoles, qui étaient les premières à monter sur les barrages, qui étaient également sur les tracteurs. Mais ces femmes ces agricultrices aujourd'hui qui sont des chefs d'entreprise, il y a encore une cinquantaine d'années, elles n'avaient quasiment aucun droit et surtout aucune reconnaissance, et c'est ça qu'on découvre dans ce documentaire coécrit. On voit l'évolution de la femme. Voilà, parce que c'était après la guerre, ces femmes c'était on va dire comme ça, parce que moi j'en ai rencontré de cette époque qui disaient on a été quasiment des esclaves dans la ferme. Est-ce qu'elles ont vraiment eu le choix? Frédéric Lantieri est dans le studio. Est-ce que ces femmes d'agriculteurs ont vraiment eu le choix parce qu'ils sont peut-être nés au mauvais endroit, au mauvais moment? Je comprends pas votre question. Est-ce qu'elle pouvait être autre chose que de travailler? Elles pouvaient sortir de leurs conditions. Ah ben il y en a plein il y a eu vraiment un exode rural massif, et notamment des femmes, parce que justement elles ont bien compris la différence qu'il y avait entre leurs conditions à la campagne et les conditions qu'il y avait en ville. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné il y a ces émissions, L'amour est dans le pré, etc. C'est qu'il y a plus de femmes à la campagne. Elles ont bien compris que la situation qui leur était réservée était bien plus catastrophique que celle des autres femmes en ville. Mais je parle au début, en fait. Au début de votre film, on voit qu'elles sont là et qu'elles aident leur... En fait, il y a une notion de devoir. Voilà, c'est ça. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation en stricto sensu. C'est surtout, il y a vraiment ce sentiment de devoir, parce qu'on a vu ses parents s'échiner à la ferme, qu'on se dit qu'on doit rester, parce qu'on se marie. Et en fait, à ce moment-là, on suit le mari qui... En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans sa famille, on va dans la famille du mari. On va dans sa belle famille. Et la première évolution, ça a été déjà de pouvoir avoir son propre logement. Et les grands-parents étaient là pour garder les enfants pendant que nous... Parce que les femmes, à l'époque... Ces femmes-là, elles travaillaient plus que les hommes finalement, parce qu'elles travaillaient au champ. Mais une fois que le travail rural était terminé, c'était les premières levées et les dernières couchées. Voilà, c'est ce qu'elles expliquent. Elles avaient le linge, les enfants, les conserves à faire, tenir la maison, s'occuper des enfants. En fait, il y a un mouvement qui a été très important. C'est la jeunesse agricole catholique. Et c'est la Jacques. Et en fait, qui elle a vraiment cherché à moderniser l'agriculture et surtout à émanciper les femmes. Et une des grandes revendications, c'était la décohabitation, c'est-à-dire ne plus habiter avec ses beaux-parents. Voilà, vous allez découvrir tout ça ce soir dans ce très beau film documentaire Femmes de la Terre sur France 2. On va y revenir dans un instant avec vous, Frédéric Lantieri, mais pour l'instant, on va faire le zapping du jour. Sud Radio Média, l'instant zapping. Frédéric, Christine, et c'est reparti pour un tour des crues et des inondations dans le Pas-de-Calais. Et vraiment, vous allez entendre, les habitants n'en peuvent plus. C'était sur France 2 dans le 13h. C'est un cauchemar sans fin. Des crues qui se succèdent, alimentées par des pluies qui n'en finissent pas. À Bourte, depuis quelques heures, la rue principale est impraticable et l'eau continue de monter. Il place 15 à 20 cm, un peu plus. Ça va encore monter, c'est sûr. Cet employé communal utilise un tracteur pour prendre des nouvelles des habitants. En 4 mois, c'est la 5e inondation dans le village. Et pour beaucoup, c'est un immense ras-le-bol. On se sent épuisé et fatigué et c'est surtout impuissant. C'est surtout impuissant que face à la nature, on est peu de choses, quoi.
pas facile à vivre. 5 inondations de suite. Ah non, mais ils c'est sont un terrible cauchemar. Enfin, Oui. je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, Atroce. c'est L'humidité, ça mange tout. Enfin, c'est... Oui, oui, oui. C'est la politique média du moment, dimanche, dans l'émission Enquête de sens sur CNews, une émission œcuménique où Aymeric Pourbet, qui est aussi journaliste à France Cato, a classé l'avortement parmi les causes de mortalité. L'Arcom a été saisi, bien évidemment. Sonia Mabrouk, Christine Kelly et Laurence Ferrari ont présenté leurs excuses à l'antenne. Je vous ai mis les 2 séquences, écoutez. La serpillère. Ça, c'est un autre son que vous allez entendre. Écouter, là. Je vous ai mis la séquence de Aymeric Pourbet, suivie des excuses de Laurence Ferrari. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Institut Worldometer, 73 millions en 2022. Soit 52% des décès. Pour le cancer, c'est 10 millions et pour le tabac, c'est 6,2 millions. CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir accéder à l'IVG. À titre personnel, j'ajoute que cette loi est très importante pour moi comme pour toutes les autres femmes et j'espère très sincèrement que ce droit acquis de haute lutte par nos mères, par nos aînés, sera inscrit dans la Constitution. Vous en pensez quoi, Frédéric? Alors, on se tourne vers vous. Ouais. Vous avez réagir. Ah bah, je trouve les premiers propos absolument scandaleux, quoi. C'est dire que l'avortement, c'est des homicides, c'est quand même, enfin, ou des morts, enfin, c'est incroyable. Que ça puisse, ne serait-ce que passer dans les filtres à l'antenne, ouais. Ça pose question quand même, ouais. non? Oui. Oui, parce qu'il y a eu une infographie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a tapé aussi. Hein. Oui, oui. C'est ça donc, qui est c'est marquant. réfléchi. Et donc après, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un contrôle de une rédaction en chef? Est-ce que moi je n'y suis pas, donc je peux rien dire. Mais si vous voulez, c'est en effet étrange. C'est très étrange, oui. On verra ce que dira l'Arcom, mais CNews, vraiment, à travers ses animatrices, ont présenté... Ils ont envoyé les femmes au combat, là. Mais je pense que c'est elles qui ont été touchées et qui ont voulu aussi remettre les choses. Monstrueux. Après, ouais. Bon, enfin, après, voilà. Hier, c'est ce qu'on a presque entendu, c'était la diffusion. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce programme, Frédéric, sur M6, de l'école à remonter le temps. Alors, je vous explique. Des élèves d'aujourd'hui vivent une journée dans le passé. Là, ils ont été dans l'année, parce qu'ils ont fait toutes les années 1930, et donc dans l'épisode d'hier, ils étaient confrontés aux années 1981 et l'instituteur leur a diffusé une pub où une femme auquel on avait attaché à ses pieds une serpillière et l'homme s'en servait comme balai et comme serpillière. C'est une vraie pub. C'était une autre époque qui a surpris évidemment les élèves d'aujourd'hui. La serpillère, c'était la femme habillée en bleu, en fait. C'est une métaphore. Tout à fait. Cela veut dire que la femme dépend de l'homme, parce que comme la serpillière dépend du balai. Oui, c'est ce qui semble implicite. Je m'attendais à mieux, en termes de... Voilà, sexisme et de misogynie. Oui, voilà. Je pensais pas que ça allait être aussi ouvert et qu'ils s'en moqueraient à ce point, montrer, même dans les publicités qui passent à la télé, que des millions de gens regardent. Même des mineurs. Les enfants regardent ça. Et du coup, bah ouais, ça fait un peu... Ils auront la même mentalité. C'est comme ça que ça marche, la propagande. Oh, ils sont bien, ces enfants. Mais c'est incroyable, quand on regarde les anciennes pubs. C'est vrai que la femme était vraiment un objet dans les années 80-90 dans les pubs. Hein. Ah bah oui, elle servait à vendre, hein. Elle servait à vendre en plus. Là, c'est vraiment, elle est vraiment remise à sa condition, soi-disant. Mais sinon, rappelez-vous, on vendait des voitures avec des femmes toutes nues, ou presque. Enfin, voilà. Ou du fromage. Oui, c'était. Il y en a encore quelques-unes qui traînent sur les encarts publicitaires. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce week-end l'affaire de Mowgli. Alors, non, pas tout. Alors Mowgli, c'est un Golden Retriever qui est devenu célèbre après un tweet de Anne-Yvonne Ledin, qui est une ancienne débutée PS, qui a pris un chien en photo, qui était un joli chien Golden Retriever, qui était sans muselière et qui était au sol, en disant « Mais regardez comment c'est honteux ». Polémique sur Twitter en disant « Pauvre bête, pauvre chien ». Et évidemment, son propriétaire, hier, a réagi dans cet aveu.
Ça m'a dépassé, ça m'a vraiment sidéré au début, cet emballement. Il y a aussi un contraste tellement fort entre l'image de Mowgli, qui est un chien, qui est l'incarnation du chien tranquille et inoffensif, et puis ce procédé de prendre une photo cachée à la dérobée, sans venir demander simplement et en parler. Il se trouve qu'on était dans un carré face à face, et que comme le train était relativement vide, la contrôleuse nous a proposé de prendre 2 places un peu isolées pour être plus tranquille et pour ne gêner personne. Ouais, le monde a quand même des soucis. Hein. Non, moi ce que je veux dire, c'est que ça représente notre monde. C'est-à-dire, vous imaginez, vous êtes dans le train, vous voyez un chien qui vous gêne. Au lieu d'aller voir la personne en disant « j'ai peur des chiens » ou « vous auriez une muselière », on préfère prendre une photo, la mettre sur Twitter et dénoncer, parce qu'on est vraiment dans l'époque de la dénonciation. Et c'est ça que ça montre de notre époque. Ça veut dire qu'on n'en est même plus à dialoguer dans le train. On est à prendre une photo et à dénoncer plutôt que d'aller voir la personne, disant « je suis désolé, mais vraiment j'ai peur des chiens, est-ce qu'il est dangereux ou pas ?» et dialoguer. C'est-à-dire qu'il y a plus de dialogue entre les humains. Enfin, je pense que ça raconte aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus d'être dérangé par quoi que ce soit. Donc les enfants, ils ne sont plus dans l'espace public, les chiens, il faut qu'ils soient muselés. Enfin, tout ce qui pourrait déranger une petite tranquillité est devenu insupportable. Le salon de l'agriculture a enfin retrouvé un air de fête. J'ai pensé à vous, Christine. Christine vient de Toulouse. Et vous savez quoi? Au stand du Pays Basque, ils ont fait un paquito et ils ont chanté à tue-tête. Écoutez. Le centre de l'agriculture comme ça, non? Il est là pour ça aussi, ouais. Ben voilà, c'est la fête. C'est pour eux aussi. Hein, et au stand du Pays Basque, ça fait la fête. Ouais, c'est assez remarquable, voilà. C'est le paquito du stand du Pays Basque. On y sera vendredi, on ira peut-être faire un petit tour au paquito. Paquito, non, parce qu'il faut me soulever, mais on ira soulever des verres. Allez, on continue de parler du monde agricole, mais surtout de ce très beau documentaire ce soir sur France 2 à 21h10, Femmes de la Terre. Et on en parle avec notre invité Frédéric Lantieri qui a coécrit ce film sur la condition des femmes dans l'agriculture française. On vous retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invité, c'est Frédéric Lantieri. Vous co-signez avec avec Édouard Bergeon, donc ce documentaire qu'on verra ce soir, Femmes de la Terre, c'est sur France 2 à 21h10. Alors, pour nos auditeurs, Édouard Bergeon, on lui doit Au nom de la Terre. Comment vous avez voulu travailler, et on va écouter la bande-annonce dans un instant, sur ce sujet des femmes de la Terre avec lui? En fait, c'est lui qui me l'a proposé. C'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit est-ce que tu veux pas voilà, et donc moi j'ai dit ah oui bien sûr tout de suite, je trouve le sujet absolument passionnant. Et puis moi je connais Édouard depuis très longtemps, je trouve que son travail est magnifique. Et j'ai trouvé ça formidable de sa part qu'un homme qui lui avait été élevé dans une ferme, etc., qui avait écrit et qui avait donc parce qu'il a fait d'abord un documentaire puis après une fiction sur son père, se soit dit d'un seul coup mais au fait toutes les femmes de ma famille elles sont où, pourquoi et il a voulu absolument réparer cette injustice et je trouve que vraiment la démarche est formidable et voilà. On écoute la bande-annonce ? Allez-y, on va écouter la bande-annonce du documentaire. Mardi soir, soirée exceptionnelle. Femmes de la Terre, suivie d'un débat avec Julien Bugier. Épouse agricultrice, et vous êtes militante syndicale, donc vous menez 3 vies. Je crois que beaucoup de femmes mènent beaucoup de vies à la fois. Maman, je serai agricultrice, mais pas comme toi. On a été habitués à servir les hommes. Les femmes de l'époque étaient présentes partout, mais invisibles pour l'extérieur. On ne pouvait plus continuer à sacrifier. Nous ne voulons être ni des assistés, ni des marginaux. Il a fallu au début se battre pour avoir de la crédibilité. Pour accompagner ce renouvellement des générations. C'est une autre manière de parler d'agriculture et de donner envie à celles qui n'osent pas. Les femmes disent mais pourquoi moi? Alors que les hommes disent mais pourquoi pas moi? Ça a été une révolution. À l'occasion du Salon de l'Agriculture, le réalisateur Édouard Bergeon rend hommage à sa mère et à toutes les agricultrices. Femmes de la Terre, inédit, mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Voilà, c'est ce soir, Frédéric Lantieri, on voit à travers ce documentaire donc la place, ce que l'agriculture française doit aux femmes. Alors, au début, elles étaient rien, elles n'avaient aucun statut. C'est-à-dire qu'elles étaient sans profession. C'est-à-dire qu'elles bossaient du matin au soir, mais elles étaient sans profession. C'est-à-dire que c'était même administratif. On ne pouvait pas être inscrite agricultrice quand on était marié à un agriculteur. On était nécessairement sans profession. Et ça date pas d'il y a 200 ans, hein, c'était oui. Il y a une cinquantaine d'années. Hein. Oui, je crois que les premières lois datent de 1985, après 99, et vraiment l'égalité de statut, c'est 2010, et c'est Bruno Le Maire qui l'annonce, elle est à ce moment-là ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qui vous a étonné en travaillant sur ce documentaire? Qu'est-ce qui vous a surpris? Quelles sont les choses auxquelles vous vous attendiez pas? Ah ben, je ne m'attendais pas à une telle inégalité. J'ai été vraiment scotché. C'est-à-dire de savoir que le congé maternité pour les femmes agricultrices et les autres est à parité, enfin c'est l'égalité en 2019. J'avoue que je suis tombée de ma chaise quand même. Oui. Et puis j'ai été aussi assez scotché de voir à quel point elles avaient été... Bon, l'histoire des écoles ménagères, où on les mettait dès l'âge de 13 ans et on les formait à être des bonnes fermières, des bonnes épouses, des bonnes... Voilà, j'ai trouvé que vraiment quand même la situation des femmes en quelques années, en quelques décennies, quand même en 50 ans, a considérablement changé. Et heureusement. Ça veut dire que pour la cause des femmes aujourd'hui, comment vous avez compris qu'elles se sont prises en main? Comment il y a eu ce réveil-là? Est-ce que c'est parce qu'on avait besoin de continuer à garder des exploitations et donc du coup, est-ce que les campagnes ne se dépeuplent pas? Et sous ce prisme-là que les hommes qui dominent ce secteur ont fini par, on va dire entre guillemets, lâcher du lest? Et puis il y a les femmes elles-mêmes qui se sont prises en charge. Parce que je crois que c'est quand même assez cocasse de s'apercevoir que c'est avec l'instauration de la TVA qu'en fait les femmes, elles se sont rencontrées toutes ensemble et elles ont pris conscience du poids du pouvoir qu'elles avaient au sein d'une ferme. Elles se sont rendues compte qu'en gros, comme elles faisaient les papiers, d'ailleurs elles se sont rendues compte exactement de ce qui rentrait, etc., etc. Elles se sont dit mais c'est pas possible, on peut pas nous bosser à ce point-là et ne pas exister socialement, économiquement. Et donc quand elles se sont retrouvées toutes ensemble, elles ont commencé à discuter entre elles et elles se sont rendues compte que tout le monde pensait la même chose, qu'elles étaient toutes solidaires. Elles se sont dit mais il faut absolument qu'on lutte pour nos droits. Mais elles se sont rendues compte aussi qu'il fallait qu'il y ait des revenus, en fait, dans une ferme. S'il n'y avait pas de revenus, elles n'auraient pas de droits, elles n'auraient pas de statut. Donc elles ont aussi, parce que c'est assez étonnant de se rendre compte qu'elles, par exemple dans les années 80, elles sont là dans toutes les manifs de paysans. Il y a même des manifs que de femmes, de paysans, ce qui est assez extraordinaire. Donc elles se sont prises en charge. Parce que les hommes ne l'auraient pas fait pour elles, hein, soyons clairs. Et puis, petit à petit aussi, les hommes ont lâché du lest parce qu'en effet, il n'y avait plus de femmes dans les campagnes. Donc, s'il n'y a plus de femmes, c'est quand même pas rigolo. Donc, pour les faire venir, il faut aussi leur proposer quelque chose d'un peu satisfaisant. Donc, justement, quel regard vous portez sur L'amour est dans le pré? J'en sais rien. Enfin, vous avez regardé ou non, pas? Non, j'ai déjà vu. Certains pensent que ça ridiculise un peu le paysan, que ça le met un peu en télé-réalité, puis d'autres qui trouvent que c'est une émission qui est utile, puisqu'il y a eu des enfants, il y a eu des mariages. Bon, pourquoi pas? Enfin, vous voyez, moi, j'ai pas de... Vous n'avez pas de regard dessus? Non. Sur L'amour est dans le pré. On recevra, nous, 2 candidats de L'amour est dans le pré. Vendredi, on sera sur le salon de l'agriculture. Faut noter que ça sera suivi d'un débat avec entre autres, Laurine Monceau, qui élève des chèvres, parce que c'est ça aussi le grand changement, c'est-à-dire que les femmes, non seulement ont eu un statut, mais elles sont aussi devenues, à leur tour, éleveuses et agricultrices et se prennent en charge également sur des exploitations, et ça c'est un vrai changement. Mais c'est aussi que la mécanisation elle a permis ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même conduire un tracteur, tout le monde est capable de le conduire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir une force physique particulière pour pouvoir être agricultrice. Donc je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup changé. Est-ce que les nouvelles générations s'autorisent aussi plus de choses que certaines? Je pense à se pose cette question parce qu'on voit dans votre documentaire à un moment donné ce parallèle entre cette agricultrice qui voit sa fille de 16-17 ans qui se régale à manœuvrer sa moissonneuse-batteuse et sa mère qui dit moi j'ai jamais appris, c'est un regret. Donc on voit qu'aujourd'hui les jeunes générations et les mères qui poussent derrière. Ah bah oui, bien sûr. Je pense qu'elles ont une conscience assez aiguë de l'inégalité qui leur avait été imposée quand même, hein, je pense. Hein. Et puis ce qu'il y a aussi, ce qu'on réalise un peu aussi, c'est que quand même la transmission
des terres et de la ferme se fait aussi de père en fils, et pas beaucoup de père en fille. Et c'est peut-être là où la toute nouvelle génération, d'ailleurs que ces femmes-là qui, elles, n'ont pas bénéficié de la terre de leurs parents, elles disent à leurs filles, vas-y toi, vas-y. Et je crois que c'est ça. Et que donc les jeunes, celles qui sont ados aujourd'hui, elles voient pas pourquoi elles s'effaceraient devant leurs frères. Hein. Comment vous les avez vues, toutes ces femmes qui se sont mobilisées ces dernières semaines sur les barrages? On en voit quelques images, mais pas toutes. Il y avait effectivement sur les manifs agricoles énormément de femmes qui étaient au combat. Comment vous l'avez vécu, vous à l'initiative de ce documentaire avec Édouard? J'ai trouvé que c'était formidable qu'elles soient là, quoi, qu'on les voit et qu'elles prennent la parole. Pas tant que ça d'ailleurs. Peut-être qu'elles ne prennent pas assez la parole encore. Hein, je pense. D'ailleurs, elles ne représentent quand même que ça reste quand même un monde extraordinairement masculin. Enfin, on met 2 femmes à la tête en tous les cas, sur des listes électorales pour les européennes, chez les Républicains ou dans la Macronie, qui sont des agricultrices ou petites filles d'agriculteurs. Donc on joue sur cette carte-là. Et puis on peut avoir une pensée également pour cette agricultrice et sa fille qui est morte en Ariège et en manifestant, ce qui est... Oui, ça c'est... Ça, c'est terrible, ça. Oui. Ah ouais. Et ensuite, il y a une solidarité pour s'occuper de sa ferme, où il y avait plus personne pour s'en occuper. Je sais, d'ailleurs, on n'a pas donné de nouvelles du mari, de ce qui... Il est toujours en rééducation. Et je crois que ce que les jeunes agricultrices veulent montrer, parce qu'elles sont toutes sur YouTube, sur Instagram, etc., elles veulent dire à toutes les autres femmes, venez, c'est un métier formidable et vous pouvez le faire. Et nous, on peut le faire. Parce qu'en fait, ça reste, c'est ce que je vous disais, il n'y a que 25% ou 26% de femmes qui sont chefs d'exploitation, alors que dans n'importe quel secteur d'activité, elles représentent à peu près 48%. Donc là, il y a un déficit encore de femmes chefs d'exploitation. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes ne s'interdisent... En fait, ils s'interdisent plus non plus à prendre des vacances ou des loisirs, à se faire remplacer. Ce que faisait pas l'ancienne génération qui restait sans vacances, pas sans plaisir, mais qui n'allait pas au cinéma, qui était... D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a un système de remplacement. Voilà, exactement. C'est ça aussi qui a changé les choses. Parce que par exemple, si vous donnez un congé maternité, mais qu'il n'y a personne pour vous remplacer à la ferme, alors qu'il faut traire ou il faut faire la moisson, vous êtes coincé. Donc ce qui a aussi changé les choses, c'est cette mise en place, notamment par la MSA, je crois, de système de remplacement. Et puis les GAEC, donc ce qui permet de s'associer au sein d'une même ferme, permet aussi aux gens de faire à tour de rôle des vacances, des week-ends, etc. C'est-à-dire que quand même c'est toute cette organisation qui permet de mener une vie quand même plus normale. Et surtout on revient au débat actuel, la question du revenu, parce que souvent aujourd'hui, un des deux dans une exploitation, du couple est obligé d'avoir un travail à côté ou prend un deuxième boulot pour pouvoir effectivement avoir un salaire décent. Mais il y a un chiffre qui est terrible. C'est quand même en 30 ans 40% de revenus en moins. Une baisse de revenus de 40% en 30 ans, c'est colossal. Oui, il y a plus que 400 000 exploitations agricoles aujourd'hui dans le pays. Vous allez aller au salon de l'agriculture ? Oui, j'ai mon pass. Oui, j'aime bien moi aller là. Et puis sinon une dernière question média, parce que dans une émission média, c'est fini les faits divers pour Frédéric Lantieri ? Non, vous savez, moi je fais un peu tout, j'adore tout, donc faits divers, femme agricultrice, justice, non, tout. C'est quoi votre prochain projet ? Ah, on peut pas en parler. Non, parce que c'est pas encore vendu, donc... On va pas porter la poisse. Non, absolument. Mais on va regarder ce soir. Absolument, moi je vous le recommande. De France Télévisions. Ça s'appelle Femmes de la Terre. C'est ce soir 21h10, suivi d'un débat avec Julien Bugier. Et je crois que beaucoup vont apprendre effectivement ce combat des femmes agricultrices. Et puis il y a des archives formidables. Et il y a des archives incroyables. La séquence du couple où elle réclame juste avoir l'eau courante dans la ferme et le mari qui répond non, j'ai une machine, une moissonneuse batteuse à acheter, c'est absolument scotchant et c'est en couleur, donc c'était pas non plus l'époque du film muet. Et pour ceux qui ont quelque chose ce soir, sachez que c'est déjà en ligne depuis 6h ce matin sur France.tv. Voilà. Donc vous pouvez déjà le regarder si vous voulez le regarder cet après-midi. Bon, on était ravis de vous avoir, Frédéric Lantieri, pour parler de ce documentaire. Vraiment. On s'est régalé. Dans un instant, on va changer complètement d'univers, mais on va parler musique, on va parler Céline Dion avec quelqu'un qu'on aime beaucoup ici à Sud Radio, c'est Anne Silla. Merci, à bientôt. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média,
Christine Bouillot, Gilles Gansman. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs de vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le supplément média. Avec encore une femme à l'honneur dans cette émission. Merci Gilles pour la programmation. On est ravis d'accueillir quelqu'un qui est quasiment chez elle. Elle est rentrée dans le studio, elle connaît tout le monde. C'est Anne-Silla. Bonjour. Du loft. Elle est souvent avec l'ami Yvan Quechous dans le loft musique, évidemment. Anne-Silla, alors il y a une passion Céline Dion, puisqu'il va y avoir 2 spectacles importants. Alors c'est le même, mais c'est sur 2 jours. C'est sur 2 jours, voilà. À la scène musicale à Paris. 1er et 2 mars. Et samedi, ce week-end. Vendredi, samedi, si vous êtes sur Paris, profitez-en. Autour de l'album de Céline Dion 2, c'est l'album. Alors, pourquoi Céline Dion en fait, cet album? Ouais, c'est à l'occasion des 30 ans de cet album, de l'album 2. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a voulu faire un hommage à cet album-là. Sauf qu'en discutant de Céline Dion et en faisant des réunions, on s'est rendu compte qu'on adorait la plupart des chansons de Céline Dion qui sont même pas forcément dans cet album. Donc on a rajouté des tonnes de chansons. Des tonnes. Et comme je le dis à tout le monde, le spectacle va durer à peu près 6h30. 6h30 D'accord, donc il faut prévoir un casse-croûte, vous faites une entracte, vous en faites 2 peut-être pour le public. On peut écouter un petit morceau? On peut commencer par ça? Écoutons. Alors, ce qui est important, c'est que c'est Céline Dion symphonique, ça veut dire qu'il y a un orchestre symphonique, les chansons ont été réorchestrées. Donc c'est ça, le travail de réorchestration est juste dingue, moi je trouve, on pourra en parler. Et puis Anne-Silla ne sera pas toute seule, puisqu'il y aura Vincent Niclot, il y aura également Chimène Badi, Adeline Tognotti et surtout aussi Victoria Sio. Victoria Sio, pour ceux qui ne savent pas sur nos auditeurs, Victoria Sio, c'est elle qui a prêté sa voix sur le film Aline. Toutes les chansons qu'on voit dans le film Aline, où ce sont les chansons de Céline Dion, ont été chantées par Véronique Sion. Allez, on écoute ce que ça va donner. Défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre un coup, le rendre aussi, river des clous, ça j'ai appris. Vous voyez pourquoi je parlais de l'orchestre symphonique avant l'extrait? Bien sûr, l'orchestration. C'est vrai que ça change beaucoup de choses et puis ça nous permet d'appréhender les chansons un peu différemment, parce que c'est vrai qu'on connaît, j'imagine que tout le monde connaît vraiment les chansons de Céline Dion par cœur. En général, oui. En général. Et c'est vrai que Céline, on peut pas vraiment la remplacer. Donc j'ai l'impression que si on reprend ses chansons, c'est pas mal de donner une autre approche, quoi. Une vision des choses. Est-ce qu'elle vous avez été en contact avec elle? Moi, la question que je me pose. Alors pas avec elle directement, mais elle a validé, et Jean-Jacques Goldman ont validé tout ce qu'on a fait en fait, tous les enregistrements, tous les clips. Vous avez tout envoyé? Comment ça se passe, les coulisses? On envoie aux équipes. Et puis, vous attendez. Ils confirment ou non, ils valident ou non. Et ils ont tout validé, et ils ont tout validé. Voilà, donc c'est génial. Et c'est un moment important, un peu compliqué pour les fans de Céline Dion, parce qu'en fait, depuis 2018, elle n'est jamais revenue chanter en France. Elle devait donner une série de concerts. Et puis, la maladie et différentes choses l'ont empêchée. Donc, en fait, il y a aussi une vraie attente des fans, puisque, en effet, ça fait très longtemps, alors qu'ils devaient la voir et que c'est repoussé. On l'a vu au Grammy. Elle est passée. On l'a vu au Grammy parle. Award. Alors comment vous êtes répartis les choses entre tous les chanteurs? Il y aura des duos, des trios Il va y avoir un petit peu toutes les formations possibles, quoi. Il y a des duos, des trios, il y a des collégiales, il y a des moments où chacun chante une chanson seule. Et puis voilà, le but c'est vraiment de faire une sorte de vrai travail sur la partie symphonique. Donc
de manière un petit peu différente, quoi. Est-ce que c'est un défi de chanter du Céline Dion quand on est chanteuse? Non, c'est super simple. Non, mais quand je dis un défi vocal, un défi des cordes vocales. Bah, c'est vrai que c'est un défi, mais après, la chance qu'on a tous, j'ai l'impression, en tout cas dans ce projet-là, c'est qu'on est tous tellement fans que c'est un défi, mais c'est aussi un plaisir, quoi. Parce que tout le monde a chanté J'irai où tu iras dans une soirée mais en fin forcément. de. Ah bah oui, vous l'avez vous-même chanté en karaoké. Karaoké, c'est évident, mais c'est quand même un défi vocal parce que la barre est très haute. Oui, c'est un défi. Et par contre, on s'est tous dit à l'avance que le but n'était pas de faire mieux ou de faire comme Céline. Le but, c'est juste de donner ce qu'on peut à l'amour qu'on a pour Céline, quoi. Vous avez été révélé par The Voice. Je me suis demandé si vous aviez chanté du Céline Dion durant tous vos parcours, votre parcours. Eh bien oui, une fois, j'ai chanté Destin avec Camille Lelouch. Ah. Et on a même imité Céline à l'occasion de cette chanson. C'était assez rigolo. Imiter Céline, ça veut dire quoi? Pas de voile ou folie de mes frères. Ouais. Et alors, quel souvenir on sait que vous êtes très attaché à The Voice, qui a repris, qui est diffusé désormais tous les samedis sur TF1. Est-ce que vous regardez actuellement The Voice? Est-ce que vous aimeriez être dans un des fauteuils? Alors, je vais être, figurez-vous, dans un des fauteuils. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà, une petite exclusivité. Mais pas dans un fauteuil, on va dire officiel. Mais en tout cas, je vais avoir la chance de participer un tout petit peu à cette saison-là. À cette saison actuelle? Et avec, mais de quelle façon? Mais de où? Avec Camille Lelouch? Alors non, pas du tout. En fait, il y a pas mal de choses qui évoluent et on va dire que j'ai la chance de participer à un moment et de pouvoir donner un petit peu mes sensations. Après, ça a été très très dur pour moi, pour le coup, parce que c'est très dur de juger des gens qui chantent magnifiquement bien et puis de prendre des décisions, quoi. Ah oui, et de décevoir et de dire non à des gens qui pensent que l'émission va changer leur vie. Oui, mais après, je pense que toutes les personnes qui rentrent dans cette émission ont conscience quand même de l'impact que peut avoir la télé, la médiatisation et aussi de toute façon du côté un petit peu éphémère de ce qui se passe. Oui, mais vous, elle a changé votre vie, Anne. Ah bah oui, moi ça a changé ma vie complètement. Mais quand vous dites c'est très difficile, c'est-à-dire quand vous regardez le jury, vous mettez à leur place aujourd'hui, Pour être très honnête, je pensais que c'était plus simple pour eux. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, parce que quand on regarde l'émission, on se dit, oh là là, il aurait dû choisir cette personne-là, et elle est super forte, et lui, il chante super bien. Et en fait, une fois qu'on y est, c'est vraiment très très dur, parce qu'en fait, chacun a ses qualités, a ses défauts, et puis c'est surtout qu'on on se dit, je vais modifier, je vais altérer la vie de cette personne-là. Parce que du coup, vous avez été, des deux côtés de la barrière. Oui, j'ai été des deux côtés, donc c'est assez intéressant. Je pensais pas que c'était si dur, en fait, d'être de l'autre côté. Et jeudi, on aura, nous, en Zoom, parce qu'il n'habite pas Paris, on aura Lilian. Alors Lilian, vous voyez qui c'est? Oui, bien sûr. C'est ce candidat. C'est déjà mon chouchou, moi. C'est vrai? Oui. Ah, c'est ce candidat qu'on a vu samedi. Ah non, d'accord. Pardon, je croyais que vous me parliez de Lilian Renaud. J'allais dire, voilà, c'est incroyable qu'il revienne en radio. Fromager. Oui. Alors, je parle pas du fromager, je parle de Lilian. Je sais pas si vous avez vu ce candidat samedi qui aime tout ce qui est old fashion. D'accord. Alors, on précise, old fashion, pour nos auditeurs, c'est tout ce qui est avant 1970. Voilà, exactement. Au-delà, c'est trop moderne. Sauf qu'il a 18 ans, il a une tête de poupon, mais il connaît tout le répertoire des vieilles musiques. Et les gramophones, les disques, les vieux disques. Et il a chanté une vieille chanson. On aura un Zoom jeudi. Et il a fait un carton. Oui, il a fait sensation. C'est dur pour eux d'être. Mais vous, ça a été dur pour vous d'être médiatisé du jour au lendemain? Oui, vraiment. Comment on subit ça quand d'un seul coup on revoit, on a enregistré il y a longtemps, on a enregistré et puis d'un seul coup, bim, dans les journaux, les tweets. Oui, comme vous dites, en fait, c'est même pas du jour au lendemain parce qu'on est en train d'enregistrer, donc on n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Ensuite, quand il y a les directs, on reste pendant 4 semaines un petit peu enfermé, si je puis dire, dans l'hôtel. Et donc au moment où on sort, on ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu toute cette médiatisation, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Moi, j'ai quand même eu du mal au début. Après, ça fait évidemment plaisir quand les gens vous font des compliments dans les rues et qui vous connaissent, mais c'est juste bizarre, quoi. Oui, et en même temps, on voit aussi tout le plaisir qu'ont les gens à aller dans cette aventure, y compris pour les enfants qui aiment le chant. Ça a révélé tellement de chanteurs. Regardez Slimane qui a l'Eurovision. Enfin, c'est vraiment une émission qui a donné beaucoup de talent à la France, et puis également sur des comédies musicales, sur un tas de choses. Ils sont très bienveillants aussi. Leur manière de faire est très très bienveillante, et je pense que c'est pour ça que les gens
sont si heureux aussi de défendre l'émission quand ils en sortent. Vous êtes arrivé dans ces locaux à Sud Radio, Anne-Silla, comme si vous étiez chez vous. Vous êtes bientôt encore dans une émission avec Yvan. C'est quoi le projet? Je sais pas trop, mais j'ai envie de vous dire à demain, quoi. Non. Et pour revenir à Céline Symphonie, est-ce que vous avez le trac ou pas? J'ai le track. Est-ce que j'ai le track? Non. Après, moi, j'ai le track peut-être plus avec le côté orchestre, parce que j'ai vraiment pas envie de les décevoir eux. Alors, vous savez combien ils sont dans l'orchestre ou pas? Je sais pas exactement combien ils sont. Mais c'est vrai qu'on est entre 80 et 100 personnes. Chance extraordinaire, quoi, de pouvoir jouer avec Vous orchestre. avez déjà commencé à répéter avec eux? Pas encore. Non, ça va être. Vous répétez quand? À partir de demain. De demain. Allez, on va se glisser dans les coulisses si on peut. En tous les cas, on vous recommande chaleureusement, chaudement, si vous êtes du côté de Paris, il reste des places, dépêchez-vous parce qu'il en reste pas beaucoup. C'est la scène musicale vendredi et samedi. Donc ce spectacle autour de Céline Symphonique. C'est donc le 1er et 2 mars, la scène musicale avec vous, Anne-Silla, Vincent Niclot, Adeline Tognuti, Chimène Badi ou encore Victoria Sio et tout cet orchestre symphonique qui effectivement réenchante complètement les chansons de Céline Dion. Merci Anne. Merci à vous de votre accueil. Dans un instant, merci Gilles, à demain. Pour les médias, dans un instant, on va débattre de l'actualité du jour, juste après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.